Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 Cette semaine, on va se pencher sur la vie en noir de Montpellier qui n'y arrive pas et se demander ce qui cloche au pays du MHR. On va se pencher sur la vie de dans un an avec la 9e Coupe du Monde de rugby qui commencera le 20 septembre 2019 et sur la vie mouvementée des règles du rugby français avec le surgissement du délit de passage en force. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Maxime Rollin, salut Max. Salut Christelle. Philippe Payoriès, salut Payot. Bonjour. Et Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cricri. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. L'année dernière, en 4 journées, Montpellier avait inscrit 19 points sur 20 possibles. On parlait de rouleau compresseur, on tremblait, on ne voyait pas très bien ce qui pourrait arriver aux Montpelliérains. Et il leur est arrivé Castres, qui a battu Verne Cotter et ses hommes en finale du top 14. Après le match, le coach néo-zélandais avait dit que ce sera difficile à digérer, il faudra du temps. Et ça se confirme, puisque cette saison, son équipe n'a inscrit que 7 points en 4 rencontres. Ce week-end, Montpellier s'est carrément fait humilier à Lyon dans le remake de la dernière demi-finale, mais avec une autre fin. On a encaissé 55 points, 8 essais. Alors que les Montpelliérains n'en ont marqué qu'un, tout en finesse, je crois on peut dire. Payot, toi qui suis Montpellier, clairement ça va pas bien là-bas. Qu'est-ce qui cloche selon toi? Qu'est-ce qui cloche? Il y a beaucoup de choses qui clochent énormément. Je pense qu'ils ont mis du temps à digérer cette finale. Ils se voyaient déjà champions de France et ça pèse encore, c'est évident. Mais ils s'en défendent, ils disent que non. Qu'est-ce qui cloche? Alors déjà, si on revient un tout petit peu sur la saison passée, ils avaient commencé par 4 victoires, ils avaient joué contre Agen, ils avaient joué contre Oyonnax, ils avaient gagné un peu miraculeusement sur une action de génie de Nadolo à Castres, et après ils avaient gagné contre Toulon, qui était venu non pas en faisant l'impasse, mais qui était venu pas mal diminuer. Donc il faut quand même relativiser. Maintenant, ils jouent très très mal. Ils jouaient beaucoup mieux la saison dernière. Premièrement, il y a beaucoup de blessés. Alors, on a beau dire que toutes les équipes ont des blessés. À Montpellier, il y en a certaines qui pèsent plus que les autres. Donc voilà, ça manque également de... Comme qui, pardon, Payot? Il y en a quasiment un par ligne, quoi. Il manque Nariashvili qui, par certains, a été élu comme le meilleur pilier gauche du championnat la saison dernière. Il manque en deuxième ligne Jacques Duplessis, qui était un petit peu le thermomètre du combat. En gros, derrière, il manque Fulgence Ouedraogo, il manque Nadolo, qui a décanté énormément de situations, même quand ça jouait mal l'année dernière. Il manque Serfontaine au centre, qui est certes pas un poète, mais qui, en défense, aurait sans doute évité quelques situations dangereuses à Lyon. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup de monde. Et je parle même pas de Camara, qui n'a quasiment pas joué pour le MHR, et encore moins de Benoît Payog, qui depuis 2 ans n'a pas joué. Et puis Benoît Payog, mine de rien, depuis la finale, Piénard, il met pas un pied devant l'autre. Il est complètement aux abonnés absents. Donc l'alternative, c'est Julien Thomas aujourd'hui, dont on connaît l'expérience, dont on connaît la passion pour ce maillot, mais c'est peut-être pas la même chose, quoi. Donc voilà, il y a ça. Il y a une équipe qui manque aussi cruellement de caractère, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce soit contre Castres sur le match d'ouverture, que ce soit à Bordeaux quand rien n'allait, que ce soit à Lyon encore ce week-end, voilà, il n'y a pas de caractère dans cette équipe. Il n'y a personne pour motiver les troupes quand c'est nécessaire, pour ne pas admettre cette déculottée, pour se révolter. Il n'y a personne, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'ils sont tout simplement impuissants pour le moment, qui se posent 25 000 questions et qu'il va falloir un petit peu de temps pour digérer ça. Et vu le calendrier, c'est assez compliqué. Donc inquiet, pas tant que ça, parce que ça reste quand même une équipe avec une trentaine d'internationaux. Donc à un moment donné, ça devrait tourner, mais il faut pas non plus que ça traîne trop, parce que je me souviens l'année dernière qu'on disait à peu près la même chose de Clermont, et puis voilà, Clermont n'y était pas arrivé. Donc voilà. Et 55 points, Max, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si les joueurs ont lâché, comme on dit leur entraîneur? On sait que Verne Cotter, c'est pas spécialement un gros câlin. Est-ce qu'on peut se poser cette question ou pas? Lâcher leur entraîneur là tout de suite, je pense que c'est un petit peu tôt. Après, on le voit sur pas mal de matchs du top 14 depuis le début de saison. On passe assez souvent quand même, j'ai l'impression, la barre des 40 points. Donc de là à dire que plusieurs équipes ont déjà lâché leur entraîneur, je pense pas.
Un problème Vern Cotter, j'en suis pas certain non plus. Il les a quand même amenés en finale. Alors malheureusement pour lui, une fois de plus, il a perdu la finale et on a l'impression qu'il a peut-être transmis son stress des finales, hein, parce qu'il faut rappeler qu'il en a gagné qu'une avec tes amis clermontois en 4 finales, je crois, de mémoire. Donc en tout cas, il a gagné la 4e. Après, je sais plus s'il y en avait peut-être eu d'autres derrière. Mais Ouais, donc voilà. Mais non, je pense pas que les Montpelliérains aient lâché leur entraîneur. Après, Lyon, c'est une très bonne équipe. Quand ça commence à dérouler, voilà, les points s'enchaînent et c'est compliqué, surtout quand on est dans une passe difficile. Et surtout, comme le disait Payot sur la fin de son intervention, quand il manque aussi certains leaders et des mecs qui remotivent un petit peu les troupes. Et moi, c'est les bruits que j'avais eus, c'est que l'absence du capitaine Fulgence Ouedraogo et de Louis Picamol, qui étaient tous les deux blessés à l'épaule en début de saison, et forcément, ça pèse un petit peu. Et de ce qu'on m'avait dit, ils étaient un petit peu restés en retrait, justement, pendant leur absence, en laissant un petit peu ce leadership à d'autres joueurs. Ils l'avaient fait peut-être exprès pour ne pas non plus, eux, se cramer, entre guillemets, alors qu'ils jouaient pas. Et voilà, donc là ils vont revenir. Je crois que Picamol il a rejoué ce week-end et Fulgence il doit revenir dans pas trop longtemps, hein, Payot, normalement. Ouais, normalement 15 jours. Ouais. Voilà, donc on pourrait imaginer que tout va se remettre un petit peu en place. Est-ce que aussi ils visent la Coupe d'Europe? Ça, avec Montpellier, on sait pas trop. Parce que chaque année, ils n'ont pas eu un parcours terrible. Ils ne se sont jamais qualifiés pour les quarts de finale. Une fois pour les quarts de finale de la compétition. Donc peut-être que cette année, ils se sont dit, bon, allez, on va quand même jouer la Coupe d'Europe à fond. Il y a un objectif. Donc c'est difficile vraiment, pour moi, je pense, de se faire une réelle idée de Montpellier et des 55 points. Bon, moi, ça va très vite quand même. Il y a deux choses que je trouve inquiétantes. D'abord, c'est que c'est la deuxième saison de Vern Cotter et je vois pas de progrès dans le jeu. Alors, ok, les blessés, tout ça, bien sûr, ça aide pas à créer un fond de tarte, on va dire, suffisamment solide et pérenne. Mais ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce match-là en question, le top 14, on le sait, c'est le royaume des impasses, et il y en a toujours. Montpellier, lui-même, l'année dernière, alors qu'ils avaient gagné, je crois, les 5 premiers matchs, en prend 47 à Bordeaux. Ça avait étonné des gens que le leader du top 14 puisse en prendre 47. Mais c'était une impasse il y a différentes impasses. C'est l'impasse que j'ai envie de qualifier d'impasse assumée à cette époque-là. Or là, à Lyon, c'est pas le cas. Ils y allaient, je sais pas s'ils y allaient pour gagner, mais en tout cas, ils y allaient avec une équipe correcte. Dans le contexte du moment, il y avait quand même Bismarck, Duplessis, il y avait quand même Louis Picamol, qui revenait de blessure certes, il y avait Cruden, il y avait Galtier en troisième ligne, enfin c'est pas des peintres, et ils ont flanché en début de deuxième mi-temps de manière spectaculaire, ils se sont vraiment écroulés. Et donc voilà, j'ai pas senti de rébellion, ils se sont fait prendre au rugby, quoi. Ils se sont fait bouffer par une équipe qui était tout simplement 50 fois meilleure que. Et c'est en ça que c'est inquiétant. C'est-à-dire que voilà, on avait vraiment en face une équipe qui propose un rugby positif, joli à regarder. Alors on n'est pas là pour mettre des notes d'esthétique, mais artistique. Et en face, on avait une équipe de Montpellier dans son registre de puissance et qui surtout s'est délitée vraiment et voilà, qui a explosé. Donc c'est pour ça que je trouve que ce match renferme quand même plein de petits indices très négatifs pour le club. Après, je me permettrai quand même qu'il faut faire attention avec tout ça, c'est que l'an dernier, si je me trompe pas, Castres a eu une période très très difficile. Ils n'ont pas gagné un match pendant 7 journées. C'était en mars. Et c'est pas pour ça que joueurs avaient lâché leur entraîneur et ils ont fini champion de France. Voilà, il y a des séries, là ça va pas bien, il suffit d'un match, ils vont peut-être en regagner 5 de suite et la machine sera relancée. En fait, tout ça pour dire que, globalement, je trouve que le mariage Cotter-Montpellier ou la grève Cotter-Montpellier, je dis ça de manière très imperceptible, enfin j'ai pas d'éléments concrets pour étayer ça, mais j'ai le sentiment que ça n'a pas pris. La grève Clermont-Cotter en 2007, en 3 matchs, on a, une identité de jeu clairement définie, quelque chose qui ressemblait à du beau rugby et qui a donné toutes les finales que l'on sait. Là, alors effectivement, il n'a pas choisi son effectif au début, tout ça. Enfin bref, je vois pas de progrès, quoi. Je vois pas de fil rouge, de fil directeur dans le jeu de Montpellier. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. T'es d'accord, toi, Payot ?
Oui et non. C'est important de préciser, il n'a pas choisi des joueurs. Quand il est arrivé à Clermont, il avait des gars dont il a immédiatement senti qu'ils pouvaient faire mieux, qu'ils devaient faire mieux, qu'ils n'avaient pas encore démontré grand-chose. Là, il est arrivé, il avait les champions du monde à chaque ligne, donc c'était un petit peu plus compliqué de transformer le jeu. Et puis, Montpellier, quand il est arrivé, dégageait une telle puissance qu'il n'a pas cherché à tout bouleverser. Il s'est appuyé sur cette puissance-là et il a essayé d'amener quelques petites touches pour déplacer un tout petit peu plus le ballon. Et voilà, ça n'a pas bien pris, effectivement. Mais ça, c'était deux équipes qui sont différentes. Ça, Payot, si je peux me permettre de t'interrompre, ça, c'était très intelligent de sa part et il l'a bien fait. Et je trouve qu'il a tiré très rapidement tout de suite. D'ailleurs, ils ont gagné leurs 5 premiers matchs. Voilà, tout le bénéfice de son effectif. Mais on attend de lui maintenant sur une deuxième saison, ou en tout cas même en fin de la première saison et dans la continuité, qu'il impose plus sa patte, maintenant voilà, c'est un effectif qu'il connaît, donc et cette transformation-là, on la voit pas venir, quoi. Ils ont travaillé toute la préparation dans ce sens-là, pour changer le jeu, pour que le jeu soit fait de beaucoup plus de déplacements. Physiquement, ils ont énormément travaillé. Voilà. Si on revient aux choses qui me gênent vraiment, il y en a deux qui me gênent vraiment. La première, c'est qu'ils ont quasiment pas changé leur effectif. Pour la première fois depuis 5 ans, depuis le début de l'ère Galtier même, on a un effectif où sur des joueurs majeurs, il y a eu très très peu de changements. On peut même presque les cibler sur les joueurs importants, il n'y en a que 3 qui ont changé. Donc c'est ridicule par rapport aux saisons précédentes où il y en avait une dizaine à chaque fois. Donc avec un effectif très peu renouvelé, on aurait dû avoir plus de cohésion sur ce début de saison. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'ils ont tous insisté sur le fait que l'année dernière, indépendamment du parcours que tout le monde a jugé exceptionnel, ils ont souvent pris des raclées à l'extérieur. Et des raclées complètement inattendues. On parle de celle de Bordeaux. Tu dis que c'était une impasse, Clément. Je suis pas convaincu que c'est une grosse impasse. Il y avait quand même une équipe avec Camara, avec Ruden, avec Nadolo, avec Fall, il y avait quand même une grosse équipe. Ils ont pris un rouge à l'heure de jeu et derrière, ils ont complètement craqué. Ils ont pris des raclées dont ils ne veulent plus aujourd'hui. Et moi, depuis le début de la saison, chaque fois que je discute avec des joueurs, ils disent tous la même chose. Il faut qu'on soit plus constant à l'extérieur, à la maison, constant sur la durée de la saison et constant sur la durée d'un match. Or, voilà, depuis le début de saison, qu'est-ce qui se passe? Si on enlève le match de Bordeaux, qui est un match qui n'a jamais existé à mon avis, d'un côté comme de l'autre. Les 3 autres matchs, Montpellier, ils ont commencé... Pour Maxime Rollin, qui était l'envoyé spécial de l'équipe, il a existé et il est sous Prozac. Il est sous Prozac depuis 10 jours. Ouais. Donc, Désolé, Max. Et en fait, chaque fois, contre Castres, à la demi-heure de jeu, ils menaient, ils avaient la main sur le ballon, ils avaient la maîtrise du match. Et ils ont eu un trou d'air de 20 minutes, 25 minutes. Ils ont pris un 19-0, ils ont perdu le match. À la 30e minute à Lyon, ils étaient encore à 10-10, c'était à peu près cohérent. Ils prennent un essai après la sirène en première mi-temps et c'est la débandade en seconde. Et contre La Rochelle, c'était pareil. Ils font une première mi-temps, ils sont à 19-0, La Rochelle touche pas le ballon et puis La Rochelle en un quart d'heure met 2 essais. Alors ne remet pas la victoire de Montpellier en question, mais enfin les inquiète un petit peu plus et il a fallu un dernier coup de rein pour pouvoir gagner ce match. Donc voilà, je pense que c'est cette constance-là qu'ils revendiquent, dont ils ont envie et qui non seulement n'arrive pas, mais c'est à l'opposé, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Ok. Mais j'espère que tu seras moins inquiet très vite. On en est tous inquiets pour toi. Dernière précision, il joue Toulouse ce week-end et Toulon la semaine d'après. Ouais. Voilà. Donc on saura vite. Donc, tout le monde va rester inquiet pendant encore 15 jours. Très bien, on passe au deuxième sujet et à l'international. Parce qu'on est des citoyens du monde. Dans un an, quasiment jour pour jour, le 20 septembre, la 9e Coupe du Monde de rugby sera lancée par un sympathique Japon-Russie à Tokyo. Et on se demande si la hiérarchie serait pas en train d'être toute bousculée avec ce week-end qui a été un peu foufou dans l'hémisphère sud. Dans le Four Nations, les Pumas sont allés battre les Wallabies chez eux et les All Blacks se sont fait descendre de leur long nuage blanc par les Boks. De bonnes nouvelles pour la glorieuse incertitude du sport, de nouvelles un peu moins bonnes pour la glorieuse tournée d'automne lors de laquelle les Bleus vont recevoir et l'Argentine et l'Afrique du Sud. Argentins qui seront aussi dans la poule de la France au mondial. C'est surtout ça le problème en fait. Voilà, c'est ça. En fait, tu parlais de hiérarchie bousculée, mais nous, notre hiérarchie, elle change pas. On reste à la même place, je pense. Mais vas-y, continue à dire du mal, Maxime, parce que tu as voilà, pris la j'en parole. avais pas dit, donc... Non, mais c'est sûr que c'est... là, tu vois, Payot était inquiet pour Montpellier. Nous, on peut être inquiet pour l'équipe de France.
Voilà, quand tu vois les matchs de ce week-end et donc les matchs d'abord de la tournée qui arrivent, t'as du mal à imaginer nos très chers Français l'emporter face à l'Afrique du Sud puis face à l'Argentine. Et après tu te dis oui, bon, il restera un match, on gagnera contre les Fidji, mais l'année dernière on se disait ça et on a fait match nul contre le Japon. Donc voilà, non mais oui, c'est bien. Moi je trouve ça bien que l'Argentine fasse une grosse perf. Alors après, c'est peut-être inquiétant aussi, surtout pour l'Australie, hein, parce que l'Australie, finalement, ça enchaîne pas mal de déconvenus. C'est plus l'Afrique du Sud, moi, qui m'a surpris. Après, il y a quand même un truc très très surprenant, c'est les Blacks qui ne tentent pas le drop alors qu'ils sont face au poteau à 5 mètres. Ils veulent absolument marquer. Moi, c'est pas dans leur culture, quoi. Ouais, c'est pas dans leur culture. Non, mais ça peut leur jouer des tours, hein. On se souvient du quart de finale de 2007 contre l'équipe de France à Cardiff, où même schéma, ils prennent pas le drop alors qu'ils ont des possibilités de le prendre. Ouais, enfin là, c'est surtout que je pense que même un pilier mettait le drop, quoi. Tellement ils étaient en face des poteaux. Mais pas Boden Barrett qui avait les pieds carrés. Ouais, les pieds carrés aussi. Ouais, c'est un petit peu méprisant pour les piliers. Mais je pense que pas du tout. Parce que bon, évidemment, il y a la tournée de novembre, mais au-delà de la tournée de novembre, ce qui nous intéresse quand même, c'est qu'on est à 1 an de la Coupe du Monde. Et il y a encore quelques mois, on avait quelques motifs d'espoir. Disons qu'il venait pas de l'équipe de France elle-même, mais il venait plutôt de ses adversaires. C'est-à-dire que l'Angleterre a fait un tournoi très très moyen. Ouais, parce qu'on rappelle juste que la poule... Oui, donc la poule, c'est Angleterre, Argentine, États-Unis et Tonga, ça, normalement, quoique les Tonga, on ne sait jamais. Tonga sur un malentendu. Mais donc, Angleterre qui mettait plus un pied devant l'autre dans le tournoi, qui avait fait une tournée en Afrique du Sud moyenne. Donc, on se disait qu'il y avait quelques motifs d'espoir. Et surtout l'Argentine, dont on avait très peur, qui s'était effondrée en juin, qui avait perdu 2 fois contre le Pays de Galles, 1 fois contre l'Écosse à domicile, qui semblait être en déliquescence, qui a viré Ourcade, qui l'a remplacé par un duo dont on reparlera, et attention parce qu'ils nous connaissent par cœur, c'est Ledesma et Quesada. Et depuis, 4 matchs... tous les deux joués en France. Ouais. Et depuis, dont l'un a même été le coach adjoint de l'équipe de France, rappelons-le, lors de la Coupe du Monde 2011, Quesada. Et depuis, donc, 4 matchs de rugby championship, ils ont un petit peu accroché les Blacks et surtout ils viennent donc de battre et l'Afrique du Sud chez eux, en Argentine, et l'Australie là-bas. Parce que nous, il nous faut 5 ans ou 6 ans pour faire gagner ces 17 ans. Voilà. Et il leur reste encore la réception de l'Australie, la réception des Blacks. On n'est pas à l'abri qu'ils nous fassent encore quelques belles surprises. Donc eux, les Argentins, en un claquement de doigts, ils se sont remis tout de suite à un niveau hyper préoccupant quand on regarde ça de notre petit bout de la lorgnette français. On les joue le 21 septembre, c'est le premier match de la Coupe du Monde pour les Français, et c'est peut-être déjà un 8e de finale pour les Bleus dans un an. Payot, toi, d'où tu es, entouré de Springboks à Montpellier, tu as vibré. Alors là, moi, je vibrais. Les Springboks ont été plus forts contre les Blacks que ceux de Montpellier contre Lyon, ça c'est sûr. Et alors autant je suis inquiet pour Montpellier, je suis moins inquiet pour l'équipe de France. Moi au contraire, je vois la Nouvelle-Zélande qui perd à nouveau. Si mes souvenirs sont bons, l'Australie l'avait battu il y a 2 ans aussi. Non, l'année dernière. Hein. On a souvent tendance à oublier que les Blacks ils perdent quand même de temps en temps. En gros, l'Irlande, il y a l'Irlande à Chicago. Voilà, les Lions. Ils ont perdu 4 matchs depuis la dernière Coupe du Monde, c'est simple. Voilà. Ouais, donc c'est pas beaucoup certes, mais qu'on a gagné. C'est inhumain, on n'y arrivera pas. Donc voilà, maintenant, si on montre le chemin, ça peut décomplexer tout le monde. Ça peut aussi décomplexer l'équipe de France. Alors je suis d'accord avec toi, mais quand tu regardes quand même le dernier quart d'heure où ils sont menés, je crois, de 10 points, ils marquent, ça repart, ils reprennent le ballon, ils rejouent, ils marquent, ça repart, ils reprennent le ballon. Et bon, il y a un en avant, mais normalement, comme je te dis, s'il y a un drop, ils gagnent. Oui, moi, c'est ça que j'ai trouvé incroyable. Ils perdent 34-36. Hein. Voilà, c'est ça que je trouve. Et Boden Barrett qui loupe quand même 2 transformations faciles. Donc même avec les 2 transformations faciles, ils auraient remporté ce match. Donc moi, je suis pas forcément inquiet pour les Blacks, mais
Et moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'ils étaient menés de 10 points. Franchement, si l'équipe de France allait mener 10 points face aux Springboks à 15 minutes de la fin du match, je pense pas qu'on soit capable aujourd'hui de faire ça. Eux, aucune panique, rien du tout. Ils sont dans leur schéma, ils récupèrent le ballon, crac, ils remontent le terrain, ils marquent, ils enfoncent. Enfin, c'est assez impressionnant. Alors certes, ils perdent le match, mais en voyant les 15 dernières minutes, l'équipe qui m'a fait la plus grande impression, ça reste les Blacks finalement. Et en voyant les 15 premières aussi. Non, mais si la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les Blacks sont battables ? De toute façon, ils étaient déjà battables, on le savait, ils perdaient un match de temps en temps. Ce match-là, il faut quand même rappeler 2-3 petites choses. Ils donnent 14 points. Quand je dis donner, c'est entre guillemets, mais ils donnent 14 points sur interception aux Springboks. Ouais. En fait, ils ont condensé tout ce qu'ils parfois font mal, c'est-à-dire qu'ils ont eu un buteur en faillite. Et ça, c'est une vraie question quand même qu'ils vont devoir éclaircir en vue de la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que Beauden Barrett... C'est pas Carter. Beauden Barrett, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a aucun doute, mais c'est pas le meilleur buteur du monde. Ouais, voilà. Est-ce qu'ils doivent continuer à faire confiance à Beauden Barrett sur les buts ? Ou est-ce qu'ils doivent mettre sur le terrain, je sais pas moi, un Mackenzie titulaire à l'arrière pour être sûr d'avoir un buteur numéro 1 ? Première question. Et ensuite, Renaud Bourrel dit qu'ils sont melonnés. Cette propension à se croire peut-être tellement supérieurs dans le jeu, à avoir une telle confiance dans leur jeu, qu'ils en arrivent à tenter une passe de Jordi Barrett, une touche rapidement jouée de 40 mètres pour Ioane qui fait interception. Peut-être parfois être un peu suffisant, ne pas tenter le drop comme le disait Max. Toutes ces petites choses-là qui font que de temps en temps, ça se retourne contre eux. Mais maintenant, après, ça se finale retourne de la Coupe du Monde, à mon avis, le drop, il le tente. Il n'y a pas de problème. Karim Ben Ismail qui me disait que c'est en 2015, je crois, contre l'Afrique du Sud. Mais bien sûr, en demi-finale, Carter claque un drop de 40 mètres monumental. Donc, je crois qu'en finale, je me demande si en finale, il n'en remet pas un autre à un moment. Il y a un début de retour des Australiens et pour les remettre à distance. Et il les tue direct. Voilà. Après, ils n'ont plus Carter. Donc on en revient toujours à cette question-là. Beauden Barrett, là, il est capable de mettre ce drop-là. Ce drop-là, il est capable de le mettre. Un drop de 40 mètres sous pression, peut-être un petit peu moins. Là, Karim, qui a eu un journaliste néo-zélandais, me disait que c'était les anciens qui avaient décidé qu'on ne tapait pas le drop. Ouais, et puis en fait, ce qu'il faut se dire avec les Blacks, c'est que les Blacks, ils travaillent tout le temps. Ils sont toujours... Ils ont une telle... Ils s'en foutent. Dans un sens, j'exagère à peine, mais ils s'en foutent de gagner ce match. Presque, c'est un match intéressant pour eux. Ouais. Ils se sont mis en difficulté et donc ils travaillent des schémas, ils travaillent sous pression. Je me souviens qu'au premier tour de la Coupe du Monde 2015, ils avaient un premier tour extrêmement facile. Géorgie, je sais plus, Namibie, voilà. Et ils se mettaient volontairement dans des positions difficiles, sous pression. On refuse de taper au pied pour préparer la phase finale. Vous voyez, donc ils sont toujours dans l'anticipation. Donc un match comme celui-là, Hansen l'a dit tout de suite, il a dit on en tirera les conséquences. C'est pas la fin du monde pour eux, quoi. Voilà. Maintenant, oui, allez, en tant que suiveur du rugby, on se dit ils ont perdu enfin. Voilà, ça relance un peu le suspense entre guillemets. Mais pour moi, il y a pas péril dans la demeure All Black. Hein. Non, le seul problème, c'est que ça a reboosté les Sud-Africains. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, le Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande qui va avoir lieu, celui-là, il va être très sympa à regarder parce que voilà, on sait que chez eux, ils ont toujours la bave aux lèvres, les Springboks, et là, on va voir ce que les Blacks ont dans le ventre. Ça, c'est un vrai test ultime pour eux. Ça évitera de se lever à 7h du matin ou de se coucher à 3h du matin pour les regarder. Voilà. Écoutez, très bien, on va passer au dernier sujet et au programme baptisé « Bien joué » de la FFR. 4 mesures visant à, je cite, « renforcer la sécurité de la pratique de notre sport ». Donc, parmi elles, il y a le passage en force, qui est sponsorisé par Mike Cat. C'est une règle interdisant aux porteurs du ballon de percuter un joueur arrêté, volontairement. C'est ça. On a le droit de percuter sans faire exprès. Bravo les arbitres, à vous de jouer. Ouais, bon courage. On le connaît au basket et au hand, ce passage en force. Bernard Laporte et son orchestre veulent l'imposer au sport collectif de combat, qui est le rugby. On ne peut plus tolérer de voir un garçon qui, parce qu'il est plus costaud que les autres, prend le ballon sous le bras et va percuter quelqu'un qui est immobile au lieu de passer à côté. Ce qu'on ne veut plus, c'est qu'un gamin fasse tomber les autres comme des quilles et les écœure. Le rugby, c'est se faire des passes, s'éviter, se passer dans les intervalles. Comme on l'a bien vu quand Bernard Laporte était entraîneur.
Interdire le passage en force, Clem, tu trouves que c'est une bonne idée? Alors d'abord, précision, c'est pour les moins de 14 ans. Hein. C'est pas une c'est pas dans le top 14 dans le top 14 la semaine Bastaro prochaine. n'a pas mis fin à sa carrière aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est au niveau national chez les moins de 14 et dans 2 régions, Occitanie et Pays de Loire, chez les plus petits encore, chez les moins de 8, les moins de 10, les moins de 12. Et en sélection nationale en 17-18, je crois. Oui, voilà. En fait, je suis un peu... Nous, à Montpellier, on est pour l'évitement, de toute façon. Ouais. Ouais. On le voit chaque week-end. Vous évitez de marquer des essais. Je suis un peu embêté pour répondre à ta question parce qu'à la fois je trouve que c'est intéressant et à la fois je trouve que c'est pas débile, mais en fait je ne dirai pas son nom, mais il y a un éducateur assez réputé d'Île-de-France qui nous a envoyé un petit texto pour nous faire part de son effarement il y a quelques jours, enfin après l'annonce de cette mesure samedi, et son raisonnement est intéressant. Il dit voilà, autant en basket et en hand, le défenseur n'a pas d'autre possibilité pour arrêter un attaquant que juste de s'interposer. Et il ne peut pas le plaquer. Or, le rugby, lui, offre ce rapport de force, permet à un défenseur de plaquer un attaquant. Donc, instaurer ça dénature presque le jeu de rugby qui doit toujours avoir ces 2 dimensions, la dimension de l'évitement, certes, mais aussi la dimension du combat. Moi, je me suis posé la question tout simplement d'un gamin, donc, puisqu'il s'agit de jeunes, qui se retrouverait isolé sur le long de la touche. On dit aux enfants que le premier adversaire, c'est la touche, justement. Donc, il ne doit pas sortir en touche, il se retrouve à 1 contre 2 ou 1 contre 3 défenseurs. Il n'a pas d'autre choix que de percuter volontairement un défenseur pour rester sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On va le sanctionner? On va pas le sanctionner? Enfin voilà, je trouve que il y a plein de petits exemples comme ça qu'on pourrait évoquer qui me font penser que ça va être bizarre. Maintenant, je comprends bien le fond de la pensée, parce qu'il n'y a pas que ça. On a parlé, vous avez évoqué, je crois, il y a quelques semaines, le toucher 2 secondes. Enfin, il y a plein de petites mesures qui sont mises en place pour, chez les jeunes, privilégier l'évitement ou la passe, etc. Ok, peut-être qu'on en est arrivé à un tel point qu'il faut tenter des choses, je ne sais pas. Peut-être que ça va changer les choses, que la formation du jeune rugbyman sera meilleure. Avec Alex Bardot, on en discutait ce matin, il me disait ouais, les Blacks, eux, systématiquement, ils vont chercher la solution avec des petits appuis, ils vont chercher l'évitement et tout. Mais est-ce qu'on a eu besoin d'imposer un passage en force chez les jeunes All Blacks? Non. Enfin voilà, on peut le travailler sans forcément en arriver à cet extrême-là, à cet interdit-là. C'est mon avis. Maxime, toi, t'en as un autre avis? En fait, moi, quand j'entends cette nouvelle mesure, c'est vrai que je pense tout de suite à cette vidéo où on voit je crois que c'est un jeune ilien sûrement qui fait... D'ailleurs, la FFR utilise cette vidéo. Voilà, qui fait 3 têtes de plus que les autres, qui est monstrueux, qui prend le ballon et qui trace tout droit et qui va marquer les essais. Oui, donc, sous les vivas et les encouragements des parents qui sont au bord du terrain. Alors c'est sûr que si c'est pour éviter ça, oui, c'est top parce que je pense qu'aucun gamin s'amuse sur le terrain. Celui qui va marquer 10 essais en 3 minutes, il doit pas vraiment s'amuser. Les autres, ils essayent désespérément de le plaquer. Et voilà, oui. Donc, par rapport à ça, mais c'est vrai qu'après, ça paraît compliqué d'imposer ça sur... Il y a tellement de phases de jeu différentes, tellement de... Comme tu le disais, là, en bord de touche. Et puis, à un moment, ça fait partie du jeu d'aller un petit peu à l'affrontement. Donc... je pense que c'est surtout pour un petit peu rassurer en ce moment aussi, les parents. Je pense que ça peut venir de là. Il y a de ça, mais pour le coup, on peut pas reprocher à Bernard Laporte de ne pas chercher des solutions. Non, voilà. Moi, je trouve qu'il faut essayer. Ils réfléchissent, ils mettent des choses en place. C'est louable. Voilà. Ça se trouve, dans un an, on se rendra compte que les enfants jouent moins naturellement et qu'il faudra trouver autre chose. Mais après, d'abord, je pense on en verra des effets que sur du très long terme, parce qu'il faudra voir ce que ces gamins d'aujourd'hui, lorsqu'ils seront devenus des joueurs adultes, auront pu développer comme autres aptitudes. Peut-être qu'on va voir arriver toute une génération de joueurs avec des petits appuis qui cherchent toujours la solution, l'intervalle, la passe avant ou après le contact, peut-être. Mais quand même, juste une autre petite remarque, ils vont continuer tous les week-ends devant leur télé ou dans les stades à voir quoi? À voir des mecs qui avoir Tuisova, avoir encore Podgitter ce week-end contre le Stade français, droit devant lui. Donc,
tant que ça n'aura pas changé, bon, après, quand ils vont prendre des coups francs contre eux parce qu'ils auront percuté un mec, et peut-être qu'ils vont réfléchir autrement. Payot, tu en penses quoi, toi ? Alors, moi, pas grand-chose, mais je suis allé... Merci, Payot. Non, je vous en prie. Mais je suis allé passer une journée entière, il n'y a pas très longtemps, à l'école de rugby du Pic Saint-Loup, et j'ai discuté un petit peu avec les éducateurs qui m'ont alerté sur 2-3 choses. Alors, la première qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'ils disaient que les gamins n'étaient pas forcément d'accord pour l'histoire de toucher 2 secondes ou pour l'histoire de l'évitement, etc. Je pense que un gamin qui, face à un défenseur qui ne bouge pas, qui va le percuter, il continuera de le percuter, il se fera sanctionner. Et l'autre gamin qui, face à ce joueur-là, essayera de le passer, il continuera à le passer. Ce qu'il y a de bien, c'est d'en discuter, d'expliquer au gamin, là, tu as fait une faute, tu aurais pu l'éviter. Et je pense qu'à force de lui rabâcher, peut-être qu'il l'évitera. Et la dernière chose, c'est que jusqu'à 10 ans, les gamins, ils jouent ensemble, ils jouent en groupe, ils sont tous amassés dans la même zone. On leur met un terrain de 50 mètres, ils vont ça tous fait une être grappe, sur 10 mètres carrés. Et donc, sur 10 mètres carrés, à un moment donné, l'évitement, c'est pas de la danse sur le rugby, quoi. Voilà. Donc, sur 10 mètres carrés, les gamins vont se péter les uns dans les autres, et c'est ceux qui les excitent, et c'est pour ça qu'ils ont signé au rugby. Et oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que ça peut, enfin bon, on n'en est pas là, mais ça peut presque avoir un effet contre-productif, parce qu'on fait ça aussi pour ramener les gamins dans les écoles de rugby pour endiguer la perte des licenciés, il faut le dire. Mais oui, comme tu le dis, Payot, on choisit aussi le rugby pour ça. Parce que justement, au basket et au hand, on vous l'a interdit et que ça vous fait pas plaisir de pas pouvoir percuter. Voilà. Et que aussi, il faut permettre aux petits gros de pouvoir bénéficier. On va se retrouver qu'avec des Morgan Parra, quoi. Non, mais il faut permettre aux petits gros, quand je dis le petit gros, c'est pas péjoratif, mais à celui qui a un petit ascendant physique sur les autres, d'en profiter par moment. Voilà, c'est aussi ce qui va le mettre en valeur, et donc de pouvoir, alors sans tomber dans l'exemple effectivement du petit gamin dont tu parlais, Max, qui fait 10 cm et 40 kg de plus que tous les autres et qui joue au quilles, et ça n'a aucun intérêt. Et puis lui, il va pas progresser en plus en continuant à jouer comme ça. Mais bon, voilà, disons que c'est une mesure forte, extrême dans un sens, d'interdire ce passage en force. On verra. Moi, ce qui m'embête juste, c'est qu'on est quand même très souvent dans l'interdiction. Tu peux faire, si tu veux éviter qu'il y ait des mecs comme le petit, là, tu fais des catégories de poids. Par exemple. Mais j'imagine que c'est... d'être dans l'interdiction perpétuelle. Non, mais je pense que, une fois encore, c'est par rapport à la santé des gamins. Mais pas seulement, Max. Là, je pense que c'est vraiment ce qui est motivé. On est quand même dans le truc de la commotion, du machin, du truc, et percuté, mine de rien. Le joueur d'Aurillac qui est décédé, c'est un peu sur ça. Hein, voilà, sur un plaquage, mais... Plaquage, tu percutes, et je pense qu'il veut un petit peu essayer d'endiguer ça, de rassurer, de dire, voilà, venez au rugby, on va pas percuter... Et ça rassure, forcément. Si une maman qui connaît rien, elle a entendu parler là dernièrement, commotion, le mort, le truc, les plaquages, et que là on dit oui, mais non, on va éviter, forcément, elle sera rassurée, elle se dira, oui, je vais peut-être mettre mon fils. Ouais. Mais encore une fois, peut-être que je me trompe, mais je pense que la volonté première, il y en a deux, non, mais tu as raison, c'est vrai qu'il y a la sécurité, et puis il y a vraiment essayer d'améliorer le jeu, quoi. Voilà, qu'à terme, ces gamins qu'on forme aujourd'hui, ils arrivent avec une meilleure palette technique, des meilleurs réflexes au contact, etc., etc. Oui, parce que les petits Néo-Zélandais, ils font aussi beaucoup de skills très vite. Ouais, et puis... pas de la muscu à partir de 15 ans. Quoi. Et puis, encore une fois, ils sont sauf John Alomo contre Mike Cat, comme tu le disais en introduction, ils sont quand même souvent... Même avec des physiques très avantageux, ils sont d'abord dans la recherche de l'intervalle, même si c'est un petit intervalle, mais dans la recherche de l'épaule du défenseur plutôt que de lui rentrer dans le buffet. Voilà. Bon, peut-être que c'est ça. Ouais. Et parce qu'ils sont pas abonnés à Canal+. Aussi. C'est pour 14 et qui voient un jeu qui ressemble à celui qu'ils ont envie de pratiquer. Et tout à l'heure, Christiane, tu parlais d'interdiction. Voilà, si on interdisait aux gamins l'accès à Canal+, peut-être qu'ils joueraient différemment aussi. Non, mais moi, je suis abonné à Canal+ depuis longtemps, mais je vais continuer. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'ils ont envie de reproduire le mercredi à l'école de rugby ce qu'ils ont vu le week-end à la télé, tout simplement. Et on a beau leur dire qu'il faut faire différemment, ils ont vu leurs idoles dont ils portent le maillot faire ça, ils vont avoir envie de faire la même chose. En tout cas, il y en a une à qui ça plaît pas, le jeu du top 14, c'est Madame Savea. Ah oui, effectivement.
Voilà, qui a tweeté et qui compatit pour... Toulonnais ne savait pas faire des passes. Toulonnais ne savait pas faire des passes et que ce championnat ici en France était quand même beaucoup moins intéressant que ce qu'on pouvait voir dans l'hémisphère sud. Voilà. Elle va pas se faire que des copains, elle. Une femme de All Black. Oui. All Black Toulonnais désormais. Merci messieurs, on a fait le tour. C'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Maxime Rollin, avec Clément Dessin, avec Philippe Payoriès. Merci à Sébastien Salis, à la technique, excellent. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, à nous laisser des commentaires et à nous mettre des étoiles. À la semaine prochaine.